monde. Merci de votre patience. Bienvenue à cet événement virtuel de la Maison du développement durable. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début de soirée. Je suis Raphaël Dufresne, je suis la responsable des programmes à la Maison du développement durable. Donc, Environnement Jeunesse et la Maison du DD ont organisé cet automne une série d'entretiens intergénérationnels appelée YZ Jazz, où des jeunes leaders pour l'environnement discutent avec des invités sur différents thèmes environnementaux. C'est donc un plaisir de vous accueillir ce soir pour le troisième et dernier de ces événements. On reçoit Yves-Marie Abraham, qui est professeur agrégé au sein du département de management à HEC Montréal. Il échangera avec deux jeunes leaders pour l'environnement, Alexia Wildhaber-Riley et Tristan Pérez, de Décroissance. Bien qu'on soit en ligne, je veux commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie de territoires ancestraux qui ont longtemps servi de lieu de vie, de rencontres, d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Ganyengaraga. On est en direct sur Zoom, puis également sur les pages Facebook de la Maison du développement durable et d'Environnement Jeunesse. Je le mentionne parce que peu importe où vous êtes, sur quelle plateforme, écrivez-nous vos questions, vos commentaires, puisqu'on va avoir une période de questions du public à la fin de l'événement. Puis juste avant de débuter, je veux juste prendre le temps de remercier nos précieux partenaires, Hydro-Québec, qui est partenaire principal de la programmation de la Maison du développement durable, et la Ville de Montréal. Je veux remercier également le gouvernement du Canada qui soutient financièrement la présentation de cette série d'entretiens par l'entremise du programme du financement des objectifs du développement durable. Je vous souhaite donc un bon événement, puis je passe la parole à Catherine Gauthier, qui est directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour vous dire un mot sur Environnement Jeunesse, c'est un organisme d'éducation relative à l'environnement créé en 1979. Et depuis les tout débuts, notre mission vise vraiment à conscientiser les jeunes du Québec par rapport aux enjeux environnementaux, à les outiller à travers des projets concrets, mais aussi à les inciter à agir dans leur milieu. Concrètement, on va déployer des programmes d'accompagnement et de certification dans les institutions, donc dans les CPE, les garderies, les écoles primaires et secondaires, de même que les cégeps. Et ces programmes-là vont avoir pour objectif d'offrir des formations, des activités de réseautage, des projets novateurs et de l'accompagnement pour la mise en place de projets et d'initiatives environnementales, le tout dans l'esprit de favoriser l'émergence d'une société éco-citoyenne. On organise aussi chaque année de grands concours, des grands événements pour vraiment mobiliser les jeunes, et ce, partout au Québec. Notre mission vous amène aussi à porter la voix de la jeunesse, que ce soit dans le cadre de consultations publiques, comme celles qu'on a connues sur GNL Québec, ou même devant les tribunaux. Donc, en 2018, par exemple, l'Environnement Jeunesse lançait la toute première poursuite climatique au Canada au nom des jeunes pour dénoncer l'inaction climatique du Canada des 25 dernières années. On sera de retour devant les tribunaux le 23 février prochain, donc je vous invite aussi à rester à l'affût de ce dossier important. Un programme aussi dont on est particulièrement fier, c'est le programme Jeunes leaders pour l'environnement qui vise à soutenir le développement du leadership des jeunes en environnement à travers la réalisation d'un projet collectif, d'un volet de mentorat, de même que par l'offre de conférences et d'entretiens comme celui de ce soir. J'aimerais donc laisser la parole à deux jeunes leaders exceptionnels afin qu'ils et elles se présentent. Alors Tristan, c'est à toi. Salut à tous et à toutes. Avant de commencer, j'aimerais présenter ma co-animatrice, donc Alexia Wildhaber-Riley. C'est une étudiante au baccalauréat en sciences environnementales avec une mineure en économie à l'Université de McGill. Impliquée avec Divest McGill et Climate Justice Action McGill et le Parlement jeunesse du Québec, elle est intéressée par l'intersectionnalité des luttes, la co-création et à participer au changement institutionnel. Donc, vas-y Alexia. Merci beaucoup, Tristan. Donc, à moi, à mon tour de te présenter. Tristan Pérez, il est cofondateur du Devoir environnemental collectif, le DEC, un regroupement qui avait pour but de mobiliser les différents cégeps de la province contre l'inaction de nos gouvernements face à la crise climatique. Il a aussi cofondé et a été co-porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, la SEV. Et puis maintenant, une dernière présentation, celle de notre invité de ce soir, Yves-Marie Abraham. Donc, bienvenue. Yves-Marie est un professeur à l'HEC de Montréal où il enseigne la sociologie de l'environnement et mène des recherches sur le thème de la décroissance. Après avoir co-dirigé la publication de Décroissance versus développement durable, débat pour la suite du monde en 2011, puis Creuser jusqu'où, extractivisme et les limites de la croissance en 2015, il a publié l'an dernier chez Éco-Société une synthèse personnelle sur la décroissance intitulée Guérir du mal de l'infini, un livre que Tristan nous montrait tout à l'heure. Voilà.
Il est par ailleurs co-responsable de la spécialisation en gestion de l'innovation sociale au sein de la maîtrise à l'HEC de Montréal, où il offre un cours sur la décroissance soutenable depuis 2013. Un cours que j'aimerais bien prendre, mais malheureusement, je suis au bac et je suis à l'Université McGill. Donc, je vais passer la parole à Tristan qui va nous poser la première question super sérieuse. Donc, oui, effectivement, super sérieuse. Avant de commencer, je me demandais quel est le fait le plus ridicule que vous connaissez? J'ai pas compris le début de la question, Tristan. Redis-moi. Quel est le fait le plus ridicule que vous connaissez? Le fait le plus ridicule, oh là là. À mon grand âge, j'en ai vu beaucoup, donc je commence à en avoir vu pas mal. Écoute, vu le sujet du jour, je dirais que le fait de continuer à défendre une croissance infinie dans un monde fini, je pense que c'est ce qu'il y a de plus ridicule aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas seulement ridicule, c'est aussi très dangereux. Et je pense que ceux qui continuent à le faire, surtout quand ils occupent des positions de pouvoir, sont des gens très irresponsables en fait, alors qu'on sait, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir conclure au fait que c'est non seulement impossible, mais c'est excessivement dangereux. Bien, merci. J'étais trop sérieux sans doute. J'imagine que tu espérais quelque chose de plus drôle, mais bon. Non, c'est juste une question pour casser la glace. C'est parfait, c'est parfait. Puis là, une question en fait pour commencer le tout, amorcer le tout. Admettons qu'on essaie d'aborder la décroissance comme un modèle économique, politique et social dans un souper en famille. Comment est-ce qu'on explique ça concrètement? À vous. Ah oui, c'est une excellente question. Même s'il n'y aura pas de tablé des fêtes prévues, il y en aura sans doute des sauvages, mais bon, donc c'est sûr que c'est des bons contextes pour essayer de faire avancer quelques idées. En fait, j'ai essayé, moi, dans mon petit bouquin là, que Tristan a présenté, j'ai essayé de résumer ça extrêmement simplement dans le sous-titre du bouquin, en fait, avec trois propositions qui me paraissent être un peu un guide pour l'action, pour une politique de décroissance, qui serait d'abord le premier impératif, qui serait de produire moins. Si on veut vraiment respecter les limites biophysiques planétaires, si on veut non pas arrêter, mais au moins ralentir le désastre écologique en cours, il n'y a vraiment qu'une solution, c'est vraiment de produire moins de marchandises, comme le fait aujourd'hui. Et c'est sur cette base-là ensuite qu'il faut réfléchir politiquement à comment s'organiser. Mais c'est un premier impératif à respecter. Le deuxième impératif, donc je parle de partager plus ce qu'il nous faut pour vivre en fait. Si on produit moins dans un monde qui est déjà très inégalitaire, c'est évidemment ceux qui ont presque rien qui vont avoir encore moins et qui vont souffrir de se produire moins. Donc ça va imposer un partage beaucoup plus important qu'aujourd'hui. En fait, il faut d'ores et déjà partager plus, mais alors a fortiori, si on produit moins, ce partage va être encore plus nécessaire, à la fois évidemment pour des questions morales, des questions de justice, mais aussi tout simplement des questions stratégiques, parce que les humains qui souffrent aujourd'hui et qui souffriront encore plus demain, on peut s'attendre à ce qu'ils ne meurent pas gentiment dans leur coin, quoi. Donc ils vont se révolter, forcément, et à juste titre, que ce soit des humains qui vivent ici et qui souffrent déjà, ou des humains qui vivent dans des pays qu'on exploite encore aujourd'hui, et qui vont pas rester dans leur coin sagement, sans rien dire. Donc il y a de très bonnes raisons de repenser un partage radical de nos moyens d'existence, que ce soit dans nos pays ou entre nos pays. Et puis la troisième proposition, donc, qui constitue encore une direction générale à suivre, que je résume avec l'expression « décider ensemble ». Si on est fidèle un peu aux grands idéaux de notre civilisation, au moins les idéaux qui sont mis de l'avant dans nos grands textes constitutionnels ou dans la Déclaration des droits humains, il faut respecter l'idéal de liberté. Et une des façons d'incarner cette liberté, c'est de la réaliser, c'est de se donner les moyens de décider ensemble de la façon dont on va vivre. Pour moi, la liberté que je défendrai, c'est celle-là, pas celle de pouvoir acheter les marchandises que je veux, quand je veux, où je veux, mais celle de pouvoir vraiment décider de notre sort collectivement et de prendre une part à cette décision, qui est aujourd'hui finalement une décision qui nous échappe complètement, hein, non seulement à cause de nos institutions politiques, mais aussi à cause du fait que finalement on est soumis à des logiques à la fois économiques et techniques
qui s'imposent à des échelles aujourd'hui qui sont quasiment planétaires. Et sur lesquels on n'a aucune prise en fait. Donc on est contraint en fait par ces logiques qui nous échappent, y compris d'ailleurs à nos politiques dans une large mesure. Donc si on veut décider ensemble, il va falloir questionner aussi ces grands systèmes pour pouvoir tout simplement exercer cette liberté. Voilà en gros les 3 propositions de départ que je ferai. Super, j'adore. C'est vraiment bien fait, super clair et simple. Une question pour la suite de ça après, c'est on entend souvent parler de décroissance, développement durable, mais ça serait quoi les différences entre le développement durable versus la décroissance? Et je sais que vous avez quand même beaucoup à dire là-dessus. Encore une fois, vous avez écrit un livre là-dessus. Non, mais c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est la question qui permet de clarifier aussi assez vite comment se positionne la décroissance par rapport à d'autres propositions aujourd'hui, d'autres propositions politiques. Je dirais, par rapport au développement durable, la première différence, évidemment, elle porte sur la question de la croissance, puisque les partisans du développement durable, finalement, continuent à penser que la croissance est une nécessité, en fait, qu'elle est possible, mais aussi qu'elle est nécessaire pour qu'il y ait notamment davantage de justice sociale, mais aussi qu'on développe les moyens de faire face aux conséquences écologiques du désastre actuel. Donc ça, c'est vraiment une très grosse différence. À mon avis, en termes de justice sociale, j'avoue que les propositions qui sont faites au nom du développement durable sont très, très insatisfaisantes parce qu'elles ne vont pas très loin. Elles ne remettent pas en question les fondements même des problèmes sociaux qu'on rencontre aujourd'hui. Et ces fondements, ils sont assez simples. Le fait tout simplement que des humains puissent se déclarer propriétaires d'autant de richesses et d'autant de ressources, alors que d'autres humains n'ont rien, à mon avis, tout simplement indéfendable. Enfin, avec les écarts qu'on a aujourd'hui, c'est complètement indéfendable. Donc, je dirais que le développement durable est souvent très timide sur ce terrain-là. Et la décroissance, on va plus loin, on assume l'idée d'égalité de façon plus radicale. Quand on parle d'égalité, on ne parle pas d'une égalité des chances ou d'une égalité des droits, on parle d'une égalité des conditions d'existence. C'est vers ça qu'il faut tendre. Peut-être pas une égalité parfaite, on va peut-être pas avoir tous le même pantalon ou la même chemise, mais en gros, ça devrait être la direction. C'est-à-dire qu'on devrait parler d'égalité que quand on s'engage dans cette voie. Et puis la troisième différence essentielle, elle est vraiment majeure, et c'est vraiment un des aspects de la décroissance qui est le plus intéressant, mais qui est souvent le moins connu, c'est que le développement durable, en général, ou ceux qui se revendiquent du développement durable, parie énormément sur la technique et sur le progrès technique pour résoudre les problèmes écologiques et sociaux auxquels nos sociétés font face aujourd'hui. Alors que, au nom justement de cette liberté que je définissais tout à l'heure, dans la décroissance, on va faire une critique assez radicale de tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est high-tech, parce qu'on se rend compte que non seulement ces techniques, en fait, sur le plan écologique, sont des désastres. Hein. Prenons les machines sur lesquelles on est en train d'interagir actuellement. Internet est un gouffre en termes de ressources naturelles, en termes d'énergie. Les infrastructures qui permettent à Internet de fonctionner sont extrêmement lourdes. Donc c'est déjà un énorme problème, en fait, hein, en soi, sur le plan écologique, ces nouvelles technologies. Mais en plus, ce sont des technologies qui finalement ont tendance à nous dominer dans une large mesure, hein, et à nous transformer en quelque sorte en outils à leur service. On se retrouve de plus en plus au service de notre téléphone cellulaire, de notre ordinateur, etc. Et ça vaut pour énormément de machines développées par notre monde. Donc, on a, en fait, le message qu'on adresse, et qui n'est pas toujours facile évidemment à faire entendre, c'est de dire il ne s'agit pas seulement de sauver la vie humaine sur Terre ou la vie tout court. L'écologie, ce n'est pas seulement ça. Il s'agit aussi de sauver la liberté, en fait. Hein. C'est-à-dire que si c'est pour vivre dans un monde hyper technicisé, où finalement on n'est plus que des espèces de rouages d'une méga machine, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre? On pense qu'il faut se battre effectivement pour sauver les conditions d'existence sur Terre, mais aussi pour la liberté et pour la justice. Bon, là c'est à moi. Oui, en fait, moi j'ai 2 questions. D'abord, plusieurs semblent en accord avec le credo social et politique de la décroissance. Or, les critiques de la décroissance semblent plutôt se baser sur les faits que la décroissance ne fonctionne pas comme un modèle économique et que le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec la mondialisation, est le seul modèle qui fonctionne malgré ses lacunes apparentes. Et donc, comment pourrions-nous passer d'une économie capitaliste à une économie décroissante à l'échelle provinciale ici au Québec? Puis la deuxième petite question, c'est je me
demandais quels sont les moyens d'échange, d'intégration et puis le processus de décision et les motivations pour innover. J'ai bien aimé quand tu as dit la deuxième petite question, qui est évidemment une très grosse question. Mais moi, d'abord, je dirais quand même, pas à la blague, oser dire que le capitalisme fonctionne, c'est quand même, faut un sacré culot encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le disent, donc tu as raison de me renvoyer ça. Mais c'est clairement un modèle qui ne fonctionne pas. Mettons, allez, si on élargit un petit peu en amont du capitalisme industriel, enfin, mettons qu'il a 300 ans, 400 ans, ce modèle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent très sérieusement de sa fin prochaine. Donc, je pense que c'est vraiment c'est gonflé de penser que c'est un modèle qui fonctionne. Maintenant, c'est sûr que c'est un modèle qui s'est imposé à l'échelle planétaire. Donc ça, c'est un vrai problème parce que les dégâts qu'il cause sont aujourd'hui planétaires. Les ruines qu'il va nous laisser sont planétaires et qu'il va falloir gérer tout ça et que ça va être un énorme problème. Donc, comment est-ce qu'on peut penser un monde post-croissance? Parce il faut peut-être distinguer deux choses, à la fois le chemin qu'on peut prendre pour aller vers un monde post-croissance et puis à quoi ressemblerait un monde post-croissance ou un Québec post-croissance. Moi, je pense que très concrètement, un Québec post-croissance ne pourra émerger que quand on se sera débarrassé de l'institution centrale de nos sociétés aujourd'hui, qui est l'entreprise privée. Ça, on n'en fait pas suffisamment la critique. Non seulement on n'en fait pas suffisamment la critique, mais on continue à voir dans l'entreprise privée, certes, la source de certains problèmes, mais aussi la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire qu'on va faire l'apologie de l'entrepreneuriat, alors l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat, tout ce que vous voulez, mais en fait, on continue à considérer que cette institution va nous apporter des solutions aux problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Bon, ce que j'essaie de montrer, notamment dans le bouquin que tu as eu la gentillesse de montrer, Tristan, c'est qu'en fait, non, cette entreprise est une machine à destruction de notre monde, est une machine à injustice et une machine à aliénation, en fait, hein, fondamentalement. Donc, il faut imaginer des solutions qui ne reposent plus du tout sur l'entreprise. Ce que je mets de l'avant dans mon petit livre, c'est un modèle que je suis loin d'être le seul aujourd'hui à promouvoir, qui est le modèle des communs, donc une forme de vie sociale qui repose en fait sur quelques idées très simples. La première des idées, c'est le fait de se mettre ensemble pour tenter de satisfaire par soi-même et pour nous-mêmes, donc pour nous-mêmes et par nous-mêmes, un certain nombre de besoins très simples. Voilà, je suis dans les locaux de mon université. L'université, à l'origine, quand on en fait l'histoire, on se rend compte que justement, c'était un commun. C'est des étudiants à Bologne qui se mettent ensemble, qui disent nous, on veut accéder à un certain nombre de savoirs. On va aller chercher les professeurs, les moyens matériels d'avoir accès à ce savoir. Et voilà, on se crée notre institution pour accéder à un certain savoir. Voilà l'université, à l'origine, au moins dans le cas de Bologne, était un commun. Mais ça vaut pour tous les besoins, en fait. Et donc, c'est ce que je mettrais de l'avant. Et ensuite, ce commun, ce collectif, il faudrait qu'il fonctionne de manière aussi démocratique que possible, avec un poids politique équivalent pour tous les membres du commun. Il faudrait bien sûr que les moyens de satisfaire ce besoin, ces moyens qui peuvent être des moyens tangibles ou intangibles, qui peuvent être évidemment un bâtiment, qui peuvent être un bout de terre, qui peuvent être des outils, ou intangibles, ça peut être des savoirs. Il faudrait que ces moyens-là soient partagés là aussi équitablement entre les membres de ces communs. Et enfin que ces collectifs fonctionnent sur la base de rapports qui soient plutôt des rapports de coopération, d'entraide, plutôt que des rapports de compétition et des rapports hiérarchiques comme ceux qui caractérisent l'entreprise. Voilà pour la définition de base du commun. Ce qui est intéressant avec le commun, il y a évidemment beaucoup de choses à en dire, mais c'est que c'est finalement pas... c'est pas une invention, c'est pas une innovation. Là, ça y est, on a trouvé la nouvelle solution. C'est finalement très largement une redécouverte, en fait, une redécouverte de formes de vie sociale qui ont été omniprésentes dans toute l'histoire de l'humanité. Et probablement que si on regarde l'histoire de l'humanité sur le temps long, c'est même peut-être la forme dominante de vie sociale que les humains ont adoptée. Alors, pas dans sa forme pure, idéale que je viens de poser, mais dans des formes approchantes, en fait. Hein. On a évoqué tout à l'heure ces peuples autochtones qui étaient là avant que les Européens arrivent. Quand on regarde leur mode de vie, on est assez proche de ces principes communalistes. Hein. C'est pas très loin, en fait. Donc, puis on doit à une femme d'avoir joué un rôle essentiel dans la redécouverte de cette forme
c'est Elinor Ostrom, donc première femme à avoir reçu le pseudo prix Nobel d'économie, là. Mais par contre, elle l'a reçu pour des très bonnes raisons, enfin justement pour avoir montré contre ses collègues économistes que cette forme de vie sociale est une forme de vie sociale qui est extrêmement efficace, y compris selon les termes qui comptent aux yeux des économistes, en fait. Hein. Donc quelque chose qui fonctionne très bien. Donc la preuve est faite. Hein. Donc il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de neuf, il s'agit beaucoup plus de redécouvrir, évidemment de réinterpréter quelque chose qui a fait la preuve de son efficacité, et puis qui par ailleurs effectivement s'avère fondamentalement juste par rapport aux formes qui dominent aujourd'hui nos vies. Voilà pour le principe de base. Après, évidemment, il faut réfléchir comment est-ce qu'on met ça ensemble. Il faut de multiples communs, donc il faut penser des fédérations de communs à des échelles locales. Il faut l'implication de communaliser, c'est forcément relocaliser aussi. Si on veut un contrôle collectif de nos moyens d'existence, il va falloir relocaliser. Un Québec post-croissance, c'est un Québec des régions, très certainement, avec un rééquilibrage complet de la manière dont fonctionne cette province, qui est quand même centrée autour de une ou deux grandes villes. Donc voilà pour quelques directions très rapides. Mais je ne veux pas prendre trop de temps pour détailler ça, mais dans les questions, on pourrait y revenir. Super. Donc, la deuxième question, est-ce que je me trompe en disant que nous avons la souveraineté fiscale pour cette transition? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Tristan. Tu veux dire qu'on aurait à l'échelle provinciale les moyens, notamment fiscaux, pour amorcer ça? Exact, oui. Ouais. Moi, je pense qu'on n'a pas seulement les moyens fiscaux, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est vrai que je pense qu'aussi un Québec post-croissance pourrait être un Québec indépendant. Enfin, pourquoi pas? Moi, je vois plutôt des convergences avec certaines approches de l'indépendance politique du Québec. Mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour l'amorcer. Bon, l'hydroélectricité, c'est vraiment pas la panacée parce que c'est des infrastructures très lourdes. Ça rentre dans les critiques que j'évoquais tout à l'heure à propos de nos high-tech. Hein. Il reste que pour amorcer une transition, c'est quand même un sacré privilège qu'on a pour, sur le plan écologique, aller vers des solutions qui soient bien moins insoutenables que c'est le cas actuellement. Donc, il y a aussi au Québec des traditions comme celle du mouvement coopératif, qui est quand même très développé, qui est un mouvement qui est assez proche de celui des communs. Il y a des convergences. La coopérative n'est pas un commun, mais c'est quand même ces convergences en termes de démocratie, de coopération, en termes de partage de moyens d'existence, c'est tout à fait intéressant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments, je pense, qui permettraient assez vite de s'embarquer dans la construction collective d'un Québec post-croissance. Ça me paraît, c'est quelque chose que j'ai pas trop de mal à imaginer. Il faudrait effectivement, il faudrait qu'on ait d'autres dirigeants que ceux qu'on a actuellement, mais parce qu'eux sont vraiment à l'inverse de ce que je mets de l'avant. Mais si on prend Québec solidaire, qui est probablement le parti qui est le plus proche de proposer des choses qui vont dans le sens de la décroissance, on pourrait imaginer une assemblée qui commence à remettre en question son propre pouvoir sur l'ensemble du territoire, qui s'engage dans une forme de décentralisation, pas seulement politique, mais aussi économique, sur le plan aussi en termes de technique, comment développer justement des solutions, des infrastructures plus légères, des infrastructures relativement autonomes par région. Ça me paraît quelque chose qu'on pourrait imaginer, quoi. Et peut-être plus vite que ce qu'on pense, parce que ça nous paraît très loin. C'est toujours le problème qu'on a, ces solutions paraissent très lointaines, très inaccessibles, mais je crois qu'il faut faire un peu d'histoire pour réaliser que certains points de bascule sont atteints beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Enfin, on voit des pays, on voit des civilisations même qui basculent assez rapidement, en fait, beaucoup plus qu'on ne peut le concevoir comme ça quand on réfléchit à l'avenir. Donc, je serais plutôt assez optimiste par rapport à une transition vers la post-croissance au Québec. Est-ce que vous croyez aussi que à l'échelle du Canada et à l'échelle internationale, ça peut quand même être possible? On pourrait peut-être répondre à ta question autrement en disant que, en fait, c'est surtout la situation actuelle qui ne va pas être possible encore longtemps.
et qu'on va voir se désagréger inévitablement en fait cette civilisation. C'est-à-dire que notamment si, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de fossiles malheureusement, mais quand même, ça va probablement être rationné de plus en plus. Et ces fossiles-là sont essentiels pour entretenir finalement cette espèce de gigantesque machine planétaire dont j'ai parlé. Et donc, on va voir se défaire peu à peu ce système. Et des formes de relocalisation de l'activité vont s'imposer de plus en plus. Donc, je dirais, on va dans ce sens-là. Alors, le problème, c'est qu'on va dans ce sens-là avec certains réflexes aujourd'hui qui sont très inquiétants. C'est-à-dire qui sont plutôt des réflexes de fermeture, des réflexes très protectionnistes, des réflexes xénophobes. Donc, ça, c'est le gros risque. Alors, pourquoi est-ce qu'on met de l'avant le projet d'une décroissance volontaire, d'une décroissance qui serait assumée, qui serait contrôlée le plus possible démocratiquement? C'est précisément pour éviter une espèce de dégradation subie à l'échelle planétaire, avec ces réflexes, ces réflexes de fermeture, ces réflexes du recours à la violence. Donc, c'est pour éviter ça, en fait, qu'on met de l'avant la proposition d'une sortie, on va dire, assumée, volontaire, de ce modèle des sociétés de croissance. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que c'est aussi encourageant, comme quoi la solution, elle est déjà là. Si c'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer, c'est vraiment des communs, on est en train de réinventer, ben, pas vraiment réinventer, on est en train de repartir un modèle qu'on a laissé. Puis justement, est-ce que, au contraire de notre société plutôt capitaliste, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont maintenu un système de commun jusqu'à aujourd'hui et qui a fonctionné? Oui, en fait, c'est encore très présent. Justement, Elinor Ostrom, d'ailleurs, ce qu'elle fait, elle fait ce que ses collègues économistes ne font pas, ou bon, ils le font maintenant, mais ils ne le faisaient pas. Elle est allée sur le terrain, elle est allée voir des vrais humains, elle a quitté sa salle de classe et son tableau noir, là où on parle de grandes abstractions, et c'est vraiment en s'appuyant sur un travail de terrain qu'elle a compris comment fonctionnaient ces fameux communs qu'elle appelle. Elle n'utilise pas forcément toujours le terme de commun. À l'origine, ce n'est pas le terme qu'elle utilisait, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et donc, dans des régions agricoles, notamment, elle a observé concrètement jusqu'à aujourd'hui, y compris d'ailleurs en Occident, curieusement. Donc, ce n'est pas seulement dans les pays du Sud, c'est y compris en Espagne, un de ces exemples, plusieurs exemples en Espagne, je crois, qui montrent que c'est encore là. Il y a des gestions de l'eau, par exemple, des gestions de l'eau qui correspondent tout à fait à ce que j'ai esquissé tout à l'heure. On est dans une gestion démocratique de cette ressource, sans passer par la privatisation ni l'étatisation. Donc c'est vraiment le collectif concerné sur un bassin versant qui dit voilà, il nous manque de l'eau, il nous en faut pour nos cultures. Comment on s'organise? Comment est-ce qu'on s'organise pour partager cette eau de façon à peu près équitable et durable? Et puis, voilà, elle présente des cas qui ont plusieurs centaines d'années d'existence, en fait. C'est assez fascinant. Donc oui, c'est encore très, très présent. Après, Ostrom s'est intéressé aussi à la redécouverte des communs, par exemple, dans le monde numérique. J'ai fait la critique du numérique, mais il s'est quand même fait des belles choses sur Internet, et on a vu apparaître notamment des communs numériques. En fait, on en utilise tous un qui est Wikipédia. Wikipédia, c'est un commun numérique. Alors, bon, le problème, c'est que ça suppose ces gigantesques infrastructures dont j'ai fait la critique, mais à part ça, dans l'idée, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, il y a beaucoup de convergence autour de cette idée, donc, y compris dans des domaines très, très, très in, comme les nouvelles technologies. Et puis, peut-être juste un autre exemple, Alexia, un exemple assez fascinant. Enfin, il y a deux exemples qui sont intéressants parce qu'ils sont d'assez grande ampleur. C'est ce qui se passe au Chiapas, donc cette région du Mexique qui est sous le contrôle des zapatistes. Ce qui se passe au Chiapas s'inscrit à la fois, je dirais, dans le prolongement de traditions donc autochtones, mais revisitées aussi, et ça ressemble pas mal à une organisation assez communaliste de la vie dans cette région. Donc quand même à une échelle assez grande. Et puis l'autre exemple complètement fascinant, c'est celui du Rojava en Syrie. Alors, maintenant, c'est une région qui a subi, là, depuis maintenant, je pense, 1 an, les attaques turques. Mais c'est une région donc, à majorité kurde qui tente explicitement de s'organiser selon les principes du municipalisme libertaire, qui sont des principes élaborés par Murray Bookchin. Le leader kurde, Abdullah Öcalan,
en fait, a découvert les idées de Bookchin et a abandonné le marxisme-léninisme au profit du municipalisme libertaire et a réussi finalement à convaincre une partie de son peuple d'essayer de s'organiser selon ces principes communalistes, donc à la fois sur le plan politique et en partie sur le plan aussi économique. Donc là, il y a aussi une convergence très intéressante là, donc, qui se joue là-bas dans un contexte de guerre. Donc c'est assez étonnant qu'ils arrivent à développer ces formes de vie dans ce contexte. Wow, mais c'est vraiment, encore une fois, super encourageant de voir qu'il y a des modèles qui ont perduré dans le temps, qu'il y a des gens qui l'essaient déjà, puis ça fonctionne d'une façon concrète, là, en ce moment. Puis par rapport à nous, au Québec ou en Occident, pour utiliser un mot assez large, comment est-ce qu'on va faire ce changement de paradigme-là au niveau social pour abandonner nos valeurs capitalistes? Comment est-ce qu'on va se dire qu'on va, c'est ça, délaisser un petit peu la consommation personnelle, le matérialisme personnel pour repartager quelque chose dans le commun? Parce qu'on dirait que c'est ça, c'est un modèle, le capitalisme, c'est un modèle qui s'intègre dans nos vies, autant au niveau économique que politique, mais c'est vraiment dans le social que j'ai l'impression qu'il va être, je sais pas, peut-être difficile à changer. Donc, c'est ça. Tu le disais tout à l'heure, tu disais finalement on a l'impression que c'est en marche déjà, donc je crois que c'est en marche. Il y a beaucoup de choses qui existent concrètement, des initiatives concrètes qui sont prises à titre individuel mais à titre collectif. C'est celles qui sont les plus intéressantes parce qu'individuellement on est trop faible, trop fragile pour évidemment changer ce monde. C'est impossible on ne peut que s'épuiser que si on affronte ce monde seul. Donc c'est collectivement qu'il faut l'affronter. Et ça, finalement, il y a beaucoup d'initiatives. Et le Québec en regorge. Bon, il y a tout ce mouvement coopératif que j'évoquais qui, lui, n'est pas nouveau. Mais il y a des initiatives qui redécouvrent la forme coopérative, qui réinventent des communs ici et qui offrent déjà certains moyens d'existence nouveaux, en tout cas des moyens d'existence qui permettent de s'abstraire du monde de la marchandise, en fait, c'est-à-dire de vivre par nous-mêmes. Alors c'est encore très limité, mais il y a déjà des bases. Bon, la question après, c'est comment faire en sorte que ces communs se multiplient, que finalement on puisse mener une vie en subvenant à nos besoins uniquement à l'intérieur de ces communs, en allant le matin participer à une boulangerie collective, ensuite en allant faire du jardinage, et l'après-midi en allant, je sais pas, étudier, enseigner, donc faire de la politique, donc dans une assemblée municipale. Enfin, donc c'est ça qu'il faut tenter d'imaginer. Donc c'est sûr qu'on en est loin. Alors c'est là où je pense l'action politique plus classique peut être très utile. Enfin, on peut s'embarquer dans la construction d'un commun, mais il faut absolument que ces communs soient soutenus par une action politique, par un travail de militant, celui que vous faites, si j'ai bien compris, pour soutenir en fait cette stratégie communaliste et essayer d'affaiblir à l'inverse le monde qui meurt actuellement. C'est-à-dire que lutter pour enlever de la puissance aux entreprises et pour essayer d'en donner, ou que le politique en donne de plus en plus à des expérimentations de ce genre. Donc ça me paraît être au cœur d'une action politique plus classique qui peut être menée dans des partis politiques ou dans des mouvements sociaux, en fait. Hein. Donc, puisque tu t'intéresses aux luttes intersectionnelles, enfin, voilà, je pense que c'est un des intérêts de la décroissance, c'est de pouvoir, je crois, rassembler assez largement, finalement, pas mal de mouvements sociaux qui peuvent jouer un rôle très efficace dans la direction que j'ai donnée au départ. Alors, militer, pourquoi ? Un des très gros enjeux, puis je crois que ça rejoint un peu ta question, Alexia, c'est un des très gros enjeux si on veut changer ce monde, c'est déjà d'avoir du temps, en fait, hein, d'avoir du temps pour faire autre chose que d'essayer de gagner sa croûte pour bouffer. Donc voilà. Alors, donc gagner du temps, ce qui fait que probablement qu'une des revendications les plus intéressantes dans une perspective de transition, hein, de chemin vers, c'est tout ce qui est réduction du temps de travail, en fait, réduction du temps de travail. Et ça, en plus, ça peut être intéressant parce qu'on pourrait converger avec le monde syndical. Même si le monde syndical ne fait plus trop ce genre de revendications aujourd'hui, ça pourrait, je pense, ça pourrait nous rejoindre et dépasser aujourd'hui certaines tensions qu'il peut y avoir entre mouvement écologiste et mouvement syndical, notamment.
Donc ça peut être intéressant. Évidemment, tout ce qui est revenu inconditionnel d'existence, si c'est des revenus suffisamment élevés, il faut faire attention parce qu'il y a des formules néolibérales du revenu de base qui sont vraiment des manières de défaire les quelques filets sociaux qui nous restent. Enfin, donc il faut faire très très attention à cette proposition. Mais dans son esprit, si on pousse loin la revendication de ce revenu inconditionnel d'existence, c'est aussi une façon de gagner un peu de temps pour se former, pour se libérer par rapport à ce système dans lequel on est et pour commencer à construire autre chose, quoi. Donc ça me paraît des revendications intéressantes, ce que André Gorz, un des grands inspirateurs de la décroissance, appelait des réformes révolutionnaires. C'est-à-dire ça a des effets immédiats. On l'a vu avec les PCU, par exemple, qui a été une espèce de revenu de base. Ça a libéré pas mal de gens qui non seulement ont été libérés du stress de ne plus avoir de boulot, mais en plus ont tout d'un coup eu du temps pour faire autre chose, réfléchir, etc. Donc ça fait du bien sur le coup, mais ça peut aussi avoir un effet transformateur sur la société plus loin. Donc ça, c'est ce que je mettrais de l'avant. Puis la troisième proposition, et là je m'inspire en fait d'un décroissant français qui est très intéressant là-dessus, qui est un peu celui qui a poussé le plus loin, je trouve, la réflexion stratégique. C'est Michel Lepesant, Lepesant. Donc Lepesant dit voilà, il faut développer ces initiatives concrètes, il faut militer, autour d'un certain nombre de projets, il faut rendre visible évidemment l'idée de décroissance. En fait, un des acquis majeurs, et puis là vous êtes des étudiants, je pense qu'un des acquis majeurs, ça pourrait être de réussir à imposer un vrai débat sur croissance-décroissance, qui pour l'instant n'existe pas. Il n'y en a jamais eu à l'échelle même d'une province comme celle du Québec. Déjà, amener ce débat-là, ce serait un gain considérable, en fait. Donc, je pense que là, ça vaut le coup de lutter pour ça. Et puis, la troisième dimension qu'il faut travailler, c'est d'essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler effectivement vraiment un Québec post-croissance. Une des grandes difficultés, c'est de sortir de l'évidence du monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à imaginer autre chose que ce qu'on connaît. Sinon, ce que l'histoire nous a appris aussi, mais on n'a pas forcément envie de reproduire des mondes du passé. L'enjeu, c'est d'inventer un nouveau monde qui soit désirable et qui ne soit pas une simple réplique du passé. Donc là, il y a un travail d'imagination à faire, et ça, ça peut se faire aussi, ensemble pour essayer d'élaborer. Alors, ça peut prendre toutes sortes de formes, y compris des formes artistiques, mais pour se représenter en fait ce que ça pourrait être ce monde qui soit désirable et complètement différent de celui dans lequel on est. Wow. Mais c'est ça justement aussi, ton dernier point par rapport à la représentation artistique de monde dans lequel on va être, dans une société post-décroissante. Je trouve que c'est toujours des images que je vois dans la tête de ces communs-là, même l'histoire que tu avais racontée tout à l'heure, tu te réveilles, tu vas à ta boulangerie locale, tu fais ton truc dans un commun. Je trouve que c'est toujours des belles images qui me viennent. C'est toujours quelque chose de convivial, c'est toujours quelque chose, c'est ça, de beau. Puis aussi, justement, la deuxième proposition que tu avais mentionnée par rapport à baisser le montant d'heures de travail. Ma première initiation à la décroissance, je l'ai vécue l'année passée en allant à un café des décroissants au bar L'Escalier, dans un temps pré-COVID, je signale, dans un temps pré-COVID. Puis c'était la première interaction que j'ai eue avec un homme, il a dit, c'est ça, moi je suis pour l'abolition du travail. Puis après, il a expliqué que c'était vraiment juste pour baisser le montant d'heures de travail, pour avoir plus de temps de faire les choses essentielles. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup pour tes réponses pour l'instant. Je vais passer à la balle à Tristan. Oui, juste avant de poser une autre question, j'inviterai tout le monde évidemment de poser des questions s'ils en ont, donc que ce soit sur Facebook ou sur Zoom ou sur toutes les plateformes qu'on est. Oui, ma question, en fait, c'est il y a quelques semaines, je crois déjà, j'avais pas participé, mais j'avais assisté, bref, à la commission parlementaire du ministère de la Nouvelle Normalité. Et puis, j'avais entendu abolir l'entreprise. Vous avez déjà dit ça aussi aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça vous entendre encore davantage là-dessus. Écoute, pourquoi vouloir abolir l'entreprise? Enfin, je ne sais pas si c'est la question que tu me poses, qu'il faut que je justifie cette position, mais parce que quand tu regardes ce que c'est que l'entreprise privée, fondamentalement, c'est d'abord une machine à accumuler de l'argent en produisant et en tout cas en vendant des marchandises, en fait. Donc, c'est du capital qui est utilisé pour produire des marchandises et les vendre.
dans le but d'accumuler davantage de capital. Donc c'est vraiment une machine à puiser les ressources planétaires, les composantes de notre milieu de vie pour fabriquer ces marchandises et à générer des déchets en fait. Donc c'est vraiment une machine à détruire. Bon. Par ailleurs, au cœur de l'entreprise, il y a un rapport qui est le rapport salarial, qui est un rapport très particulier, qui est une invention de notre civilisation. Il n'y a pas de salariat avant, et d'autres choses pires, donc d'autres rapports d'exploitation. Nous, on a inventé le salariat. Enfin, le capitalisme a inventé ce salariat, et qui ne se présente pas comme un rapport d'exploitation, qui se présente comme un rapport entre deux agents, l'un qui a besoin de travailler, l'autre qui a besoin d'un travailleur, et puis on fait un échange équilibré. Alors, bon, tout le travail de Marx, notamment, ça a été de souligner que ben non, ce n'est pas du tout un rapport équilibré, que d'un côté, il y a quelqu'un qui dispose de capital, qui a le contrôle sur des moyens de production, c'est-à-dire des moyens d'existence, puis de l'autre côté, il y a un humain qui, pour vivre, n'a qu'une seule chose, c'est sa force de travail. Donc, s'il veut manger, s'il veut vivre, il faut qu'il se vende à l'autre. Bon, donc c'est un rapport complètement inégal qui fonde une possibilité d'exploitation du travailleur par l'employeur. Donc, si on veut la justice sociale, bah, il faut remettre en question ce rapport. Alors, le problème, c'est que en particulier votre génération aujourd'hui, elle est née dans une période où on a vu une dégradation de la condition salariale, telle que finalement, être salarié, ça paraît pas si mal hein, par rapport à certaines formes d'exploitation aujourd'hui, tout ce qui est statut de travailleur autonome, indépendant, etc., où là, on a pire, c'est clair. Donc, il faut bien sûr faire la critique de ces formes d'exploitation actuelles, mais en allant jusqu'à remettre en question aussi le salariat, qui est un rapport profondément injuste, en fait. Hein. Puis s'ajoute à ça le fait que l'entreprise, évidemment, était en première ligne dans l'entreprise coloniale. Enfin, si on prend la colonisation, bah oui, voilà, on a les grandes compagnies des Indes qui étaient les ancêtres de l'entreprise privée capitaliste, qui étaient l'agent de ce colonialisme, fondamentalement. Donc, c'est aussi le rapport colonial. Puis il y a enfin le rapport patriarcal aussi, qui a pris une forme très particulière sous le capitalisme, puisque finalement les femmes qui, dans le monde occidental, avaient une place, y compris une place dans l'espace public qui était beaucoup plus importante, qui partageaient les tâches avec les hommes de façon beaucoup plus équitable dans le monde, dans le monde médiéval. Je me réfère ici à Silvia Federici, à son travail qui était publié sous le titre Caliban et la sorcière. Donc le capitalisme a envoyé les femmes littéralement vers l'espace domestique, les a enfermées dans cet espace domestique et leur a délégué l'essentiel du travail de reproduction de la force de travail, mais en leur imposant de le faire gratuitement, gracieusement. Mais dans un monde où par ailleurs tout compte, hein, où on compte tout. Donc le capitalisme compte tout, mais ça on ne compte pas parce que c'est de l'amour. Mais si jamais il fallait commencer à compter ce que représente économiquement ce travail de reproduction, c'est considérable. C'est-à-dire que le profit capitalisme, il serait probablement qui disparaîtrait. Enfin, c'est-à-dire que donc c'est la dynamique capitaliste qui serait enrayée par ça. Donc c'est une machine qui repose aussi sur cette exploitation. Pour le dire de manière un peu caricaturale et brutale, c'est une machine qui paye pas ses factures en fait. Hein, cette entreprise, elle paye pas tout ce qu'elle doit aux travailleurs. Elle paye certainement pas la reproduction de la force du travail, en tout cas qu'une toute petite part. Et évidemment, elle paye pas non plus tout ce qu'elle a réussi à extraire des pays du Sud notamment. Et pour accumuler cette richesse. Voilà, donc, et le troisième élément, c'est que, puis là je suis bien placé pour le savoir, finalement ce qui intéresse l'entreprise chez l'humain, c'est son potentiel de production. Donc il faut qu'on soit avant tout des bons producteurs, des bonnes ressources humaines. Le terme le dit bien, hein, on est des simples ressources, c'est tout. Ce qui, dans un monde qui se dit humaniste, est incroyable, qu'on continue à utiliser le terme de ressources humaines dans un monde qui fait de l'humanisme, normalement, sa valeur centrale, c'est complètement incroyable, parce que ça nous réduit bien à l'état de moyens, quoi. Bon, c'est contradictoire avec l'humanisme. Alors, soit on est de bonnes ressources humaines, puis si on n'est pas capable d'être une bonne ressource humaine, au moins qu'on soit consommateur, quoi. Donc ça, c'est ça qui intéresse l'entreprise, c'est que on ait de quoi acheter des marchandises, et puis si on n'a pas de quoi parce qu'on n'est pas assez bien payé, au moins qu'on ait accès au crédit, quoi. Donc qui est vraiment l'instrument de base aujourd'hui de la reproduction du monde capitaliste. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le crédit, le capitalisme il tombe. Donc c'est essentiel qu'au minimum, on soit équipé d'une carte de crédit pour que ça fonctionne. Mais c'est complètement déshumanisant. C'est absolument pas un monde qui respecte l'être humain tel qu'on a essayé de le définir,
notamment justement dans la perspective humaniste en fait. Ouais, ben, je trouve que c'est une belle réponse, merci. Puis, je regarde sur Zoom et Alexandre a une question. Il dit: J'aimerais en savoir plus sur les régions du Mexique et de Syrie mentionnées plus tôt. Donc, ça serait, voilà, c'est la question. Là, Alexandre, je te renvoie. En fait, il y a plusieurs. Tu peux trouver des choses vraiment facilement sur Internet, donc sur l'Eurojava, ce qui s'est fait. Il y a des reportages fascinants sur ce qui se fait là-bas concrètement. Donc ça se trouve vraiment très 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 rapidement. Sur le Chiapas, il y a aussi quand même beaucoup de choses. Peut-être un peu moins parce que c'est une région où finalement cette autonomie elle a été défendue par les armes pendant un certain temps, par les zapatistes, plus maintenant, plus officiellement, mais c'est quand même, il y a quand même une espèce de coupure par rapport au reste du Mexique, mais on trouve aussi beaucoup de choses. Je pense qu'un auteur qui a pas mal réfléchi là-dessus et pas mal observé de l'intérieur, c'est Jérôme Bachet, un historien français qui a écrit plusieurs textes là-dessus qui sont très, très intéressants sur le Chiapas, notamment un qui s'intitule Adieu au capitalisme et qui s'inspire de ce qu'il a observé au Chiapas. Voilà, bon, pour donner quelques pistes, mais c'est vraiment facile de trouver des choses là-dessus. Super, merci beaucoup, Marie. Là, j'ai une question de Sébastien Filori, encore une fois, je pense sur Zoom, qui dit: comment ou dans quelle mesure pensez-vous que le mouvement des éco-communautés est capable de prendre une place dans la transition? Donc, ouais, ça fait partie de ces initiatives dont je parlais tout à l'heure. Je dirais que les éco-communautés sont une version un peu radicale du commun, hein, parce que souvent, les éco-communautés, c'est une espèce de commun intégral, vous partagez tout. Et ça, c'est quand même pas facile. Donc, penser qu'on va reconstruire un monde sur la base d'éco-communautés, je trouve que c'est très exigeant. Alors que le commun, c'est plus modeste, hein, c'est vraiment se mettre ensemble pour essayer de satisfaire un besoin. Et puis, c'est quelque chose qu'on expérimente assez vite dans une vie, notamment une vie d'étudiant comme la vôtre, j'imagine. Si vous êtes en colocation, vous avez probablement un réfrigérateur en commun, puis voilà, vous devez essayer d'établir certaines règles d'usage de ce commun-là. Il est à personne, ce réfrigérateur, mais c'est vous qui en avez l'usage. Voilà, c'est le genre de choses qu'on développe. Donc, je crois que c'est important d'essayer de montrer que c'est quelque chose d'assez simple, non seulement très courant dans l'histoire, mais qui s'oppose à la logique de privatisation qui est au cœur de l'entreprise privée, et à la logique de l'étatisation, hein, qui est au cœur du modèle soviétique qu'on a connu. Donc c'est bien une façon d'essayer de sortir de cette alternative politico-économique dans laquelle on a été enfermé au moins tout au long du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes contre le capitalisme libéral, vous tombez dans le socialisme de type soviétique, alors que ces deux modèles qui sont très proches, ces deux modèles productivistes qui ont été tous les deux des désastres sur le plan écologique. Sur le plan social, ça n'a pas franchement été une réussite non plus, même si c'était probablement mieux quand même dans le monde socialiste là-dessus. Mais en termes d'aliénation de l'être humain, c'était pareil. En fait. Donc on a deux modèles qui sont très proches, dont on essaie de sortir avec la logique du commun. On a une autre question de Bruno. Comment distinguez-vous l'économie post-croissance de l'économie de la décroissance? Ouais, c'est une belle question parce qu'il y a tout un. En fait, le mot post-croissance est arrivé il y a maintenant peut-être 3, 4, 5 ans, je pense. Il a beaucoup de succès parce qu'il fait moins peur, il risque moins de poils que le mot décroissance qui est un mot négatif. Moi, j'aime beaucoup le mot décroissance parce que c'est un mot qui n'est pas récupérable en fait. Autant le capitalisme n'avait aucun mal à récupérer le développement durable, il n'a aucun mal à récupérer l'idée de transition écologique. C'est pour ça aussi que je n'aime pas cette notion de transition écologique. Elle est beaucoup trop vague, elle dit rien de la direction dans laquelle on veut aller. Donc il faut vraiment s'en méfier beaucoup. Décroissance, bon là on sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment être difficile à récupérer. Il faut se méfier parce que le capitalisme est puissant, il a des serviteurs qui sont très intelligents, et donc on voit quand même des tentatives de récupération. Post-croissance, c'est ça, ça n'a pas ce côté négatif, mais sauf que ça ne résout pas grand-chose, parce que comment est-ce qu'on fait pour aller de là où on est à la post-croissance en fait. Donc c'est un petit peu souvent une façon d'esquiver un peu le problème de ce passage entre les deux, des moyens de transformer les choses. Alors, on peut voir le moment de la décroissance comme ce moment-là en fait. Hein. La décroissance, c'est se mettre en chemin
pour aller vers la post-croissance. C'est comme ça que je le verrai. Mais voilà. Mais en même temps, il y a peut-être une façon d'éviter un peu trop facilement des débats en adoptant le vocable post-croissance, à mon avis. Bon, je lance ça dans la discussion. C'est des petites réflexions pour l'instant pas très abouties de ma part. Super. Merci beaucoup. Alors, on a une question un petit peu qui sort du lot, qui va plutôt du côté de la souveraineté autochtone, du mouvement Land Back, de la décolonisation. Donc, Laura, sur Facebook, se demande où est-ce que vous insérez la souveraineté autochtone au sein de votre réflexion? Je vous ai entendu beaucoup parler de l'indépendance du Québec, mais peu de décolonisation. La décroissance peut-elle être envisagée sans la décolonisation, sans ce mouvement de Land Back? Non, alors ça dépend comment concrètement on envisage cette décolonisation, mais j'ai sans doute pas été assez clair tout à l'heure. En fait, les premiers à avoir défendu l'idée de décroissance en Occident, ça a été notamment des économistes du développement, en fait, hein. Donc des gens qui ont été embarqués dans l'aide au développement donc dans la poursuite de l'entreprise coloniale, donc, mais de façon néocoloniale, en fait. Et donc je crois vraiment que le mouvement de la décroissance est un mouvement très très clairement anticolonial. Bon. Et que la meilleure chose qu'on pourrait faire pour les pays du Sud, c'est justement nous de s'embarquer dans une déconstruction de cette méga machine qu'on a construite et qui nous permet, nous, de continuer à entretenir notre puissance aux dépens de ces pays du Sud. Alors, pour ce qui est de... Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est la condition pour que ces pays, les peuples concernés, puissent peut-être commencer à vraiment pouvoir décider de leur manière de vivre ensemble. Pour l'instant, ils sont complètement soumis à cette dynamique mondialisée qui les exploite. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Alors après, concrètement, comment est-ce qu'on pense un Québec post-croissance qui soit respectueux de l'autonomie autochtone, des autochtones? C'est sûr que, est-ce que ça suppose que les Blancs comme moi s'en aillent? Ça me paraît pas évident. Ça me paraît pas évident. Je sais pas d'ailleurs, je connais pas bien toutes les revendications qui sont faites au nom de la décolonisation, mais je crois pas que ça soit possible. Par contre, c'est ça, le minimum du minimum, c'est qu'ils aient le même pouvoir politique que les Blancs, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'ils sont finalement dans un état sur le plan juridique, ils sont quasiment considérés comme des mineurs finalement par rapport à nous. Donc c'est sûr que ça suppose à la fois de les protéger bien plus que c'est le cas aujourd'hui, mais sans doute de défaire bien des institutions sur le plan juridique dans lesquelles on les a un peu enfermés, notamment le modèle de la réserve, enfin, qui est très compliqué parce que c'est aussi finalement quelque chose qui a pu les protéger en partie. Donc là-dessus, je suis vraiment pas assez avancé et pas assez connaissant là pour aller plus loin, mais c'est clair que il faut que, comme les autres humains, il faut qu'ils reconquièrent leur autonomie, mais on l'a pas non plus. Alors, sauf que nous n'avons pas notre autonomie, ils l'ont encore moins que nous. Donc là, il faut rééquilibrer les choses dans une perspective de justice sociale, c'est crucial. C'est ce que je dirais. Je ne sais pas si ça rassure un peu, et en plus, c'est nos meilleurs alliés, parce que qui est vraiment efficace aujourd'hui dans les luttes territoriales, c'est les autochtones. Donc, c'est ceux qui sont les plus efficaces. C'est ceux qui incarnent le mieux cette espèce d'écologisme des pauvres dont parle João Martinez Allier, donc qui est essentiel en fait. Souvent on associe l'écologisme en général, puis la décroissance en particulier, à une pensée de riche, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, puis j'en suis l'incarnation. Voilà, je suis un riche professeur blanc cinquantenaire, donc vraiment j'ai tous les défauts là, tous les privilèges. Donc ça c'est clair. Mais quand on fait à la fois l'histoire et la géographie des luttes écologiques, on découvre que en fait, il y en a énormément qui sont menées par des peuples autochtones avec énormément d'efficacité. Ça ne porte pas forcément le qualificatif d'écologique, mais c'est pourtant exactement ce qu'ils font. C'est tout le mérite notamment du travail de João Martinez Allier dans son livre L'écologisme des pauvres, de montrer ça, qu'il y a des convergences évidentes qui restent à établir explicitement, ça c'est clair. Donc il reste à faire des alliances qui ne sont pas encore là. Donc
Ça, c'est vrai. Ça, c'est une critique qu'on peut nous adresser très clairement. Merci beaucoup, Yves-Marie. Ouais, c'est ça, justement. Je suis aucunement experte sur le sujet du tout, mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression pour que c'est juste une suggestion, pour que la lutte décroissante soit réellement décoloniale, il faut qu'il y ait des acteurs autochtones qui soient en train de la mener. Il faut que ça soit fait avec les divers peuples autochtones sur le territoire québécois, sur le territoire canadien. Mais tu vois, en t'écoutant, Alexia, je pense à quelque chose. Une des façons de vivre qui se rapproche des communs dont j'ai parlé, c'est la manière de vivre des Inuits ici, des Abénakis, etc., avant qu'on arrive. Un des textes que j'aime beaucoup sur ces questions, c'est un texte de Rémi Savard, qui est mort il y a un an, un anthropologue québécois, qui a un petit texte magnifique qui s'appelle Le sol américain, propriété privée ou terre-mère. Et sa question de recherche est très simple, c'est une toute petite question, c'est comment ça se fait que les autochtones aient accueilli aussi bien, de manière aussi positive, les Européens qui arrivaient. Comment se fait-il qu'ils aient signé les premiers traités de cession de territoire sans problème, donc sans véritablement conflit. Je parle du tout début. Hein. Et son hypothèse, ou la thèse qu'il met de l'avant, c'est de dire, mais c'est parce qu'il y a un énorme malentendu. Là où les Européens venaient s'approprier un territoire, ils venaient revendiquer une propriété privée ou collective, c'est la même chose fondamentalement, mais une vraie propriété, c'est-à-dire un droit exclusif sur ce territoire, les autochtones étaient dans une logique de partage, hein, et qui est très précisément la logique qu'on retrouve au cœur du commun. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'approprier un territoire, c'est la terre-mère, on ne s'approprie pas sa mère. Hein, on la partage, sa mère. Bon, voilà, donc, et on va s'arranger pour la partager. Et donc, en ce sens, là aussi, enfin, ils ont déjà, alors bon, évidemment, leur monde a été largement détruit, ils ont été détruits, mais il y a encore dans leur vision du monde quelque chose qui est très proche de ce que j'ai appelé le commun. Donc là aussi, c'est des convergences possibles, je crois. Non, mais justement. Puis aussi, une autre bonne ressource par rapport à ça pour comprendre, comme vous venez de dire, cette mécompréhension, dans le fond, avec les colonisateurs, puis les divers peuples autochtones ici, qui a permis ces cessations de terre, qui a permis ce vol de terre, c'est le paper Land Back. C'est un paper du Yellowhead Institute, apparu en 2019. C'est vraiment un bon papier qui explique extensivement la chose, donc je recommande ceux qui écoutent. Mais sinon, je passe à balle à Tristan pour une question. Ouais, en fait, je vais vous laisser noter, là, simplement. Vas-y. Okay. Donc, en guise de conclusion, on a une question de Élise. Quelles sont vos actions personnelles pour incarner la décroissance ou la faire avancer? C'est vraiment dans mon métier que je le fais, parce que je pense qu'il faut faire très très attention à ne pas moraliser la lutte écologiste, qu'il ne faut surtout pas moraliser la décroissance, parce que là on est foutu. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, beaucoup de débats politiques font l'objet d'une moralisation, et ça finit en pugilat entre nous. Par ailleurs, en moralisant cette histoire de décroissance, et on veut l'incarner, je dirais, dans sa vie, on va buter constamment sur des contradictions. C'est-à-dire que c'est juste pas possible de vivre d'une manière qui soit soutenable. Par exemple, alors qu'on calcule notre empreinte écologique, notre bilan carbone, si on vit dans un pays comme le Canada, on participe au désastre actuel. Donc là, vous allez, si vous voulez, d'un point de vue personnel, essayer de résoudre ces problèmes-là, vous allez être malheureux, vous allez vous détester parce qu'en fait, vous n'y arrivez pas. Et c'est bien pour ça que la décroissance, c'est un mouvement révolutionnaire qui dit, si on veut s'en sortir sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan politique, il faut défaire cette société. Comme dit Alain Deneau, il faut rendre révolu ce monde. Donc il faut faire la révolution, c'est ça. Et donc, si on veut faire quelque chose, c'est sur le plan politique, et la visée qu'on doit se donner, c'est une visée révolutionnaire. Parce que sur le plan individuel, on n'y arrivera pas. On est constamment dans la contradiction. Alors bien sûr, j'ai fait des choix individuels qui me permettent d'être relativement cohérent sur certaines choses, mais j'ai aussi mes incohérences. Je dirais que l'intérêt de s'engager, je ne sais pas, de commencer par exemple à faire du vélo plutôt que de prendre le transport en commun, ou marcher plutôt que le transport en commun, c'est surtout c'est qu'on développe un autre rapport au monde. C'est intéressant concrètement, mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. C'est ça qu'il faut vraiment admettre, c'est qu'on va changer le monde ensemble, collectivement,
puis on arrive à pousser ce mouvement jusqu'à un seuil critique où les changements vont se produire. Donc, mais sinon, je crois que le gros de mon boulot, c'est ça, je le fais en offrant ce cours sur la décroissance ici, en essayant d'écrire, donc dans une école de gestion. Donc, c'est aussi une façon bon, puis peut-être que je me trompe, peut-être que je suis récupéré, hein, ça, alors, il y a toujours ce doute-là, mais c'est que quel que soit l'endroit où on est, je pense qu'on peut faire avancer ces causes-là, en fait, hein, même dans un endroit aussi peu propice, a priori, qu'une école de business où on apprend à faire fonctionner au mieux des entreprises privées, dont j'ai fait la critique. Je pense que c'est quand même des lieux où c'est pas facile, mais on peut. Donc, il n'y a pas de mauvais endroit pour faire avancer ces idées. Ça. Et notamment, ça aussi, je le dis peut-être pour mettre en garde contre une tentation qu'on a tous et toutes probablement, c'est de dire bon, je fous le camp, je vais essayer de me mettre dans un coin, loin de ce monde insupportable, parce qu'il est trop lourd, trop fort pour moi, il m'écrase. Je vais essayer de m'inventer une vie à moi avec justement quelques copains et copines, et on va se faire un éco-village. Ça, c'est un peu laisser la place, laisser la place aux forces de destruction, en fait, hein. Donc, je pense qu'il faut lutter partout, et notamment dans les endroits où on est très loin de ces idées-là. Il faut essayer, c'est prudemment, enfin, il ne faut pas se détruire non plus, il ne faut pas s'épuiser, il faut se protéger, mais il n'y a pas de mauvais lieu pour faire avancer ces idées. J'aurais pas pu dire mieux, honnêtement. Je pense que c'est vrai. J'aimerais aussi rajouter que c'est vrai que souvent, on a le sentiment d'impuissance, que ce soit dans n'importe quelle lutte, j'imagine. Donc, c'est ça qui est difficile, je pense, agir seul, juste être seul dans son coin avec cette angoisse ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'agir ensemble, je pense, c'est la meilleure notion que vous pouvez mettre de l'avant. Donc, Alexia, je te laisse terminer encore une fois. Donc, Super, mais merci Tristan. Écoute, c'est déjà la fin. Donc, merci vraiment pour toutes vos questions, toutes vos réponses, Yves-Marie. Puis là, je vais passer le mot à Raphaël pour le mot de la fermeture. Mais merci beaucoup, beaucoup. C'était super. J'ai hâte de réécouter parce que j'étais trop stressée pour prendre des notes. Mais je vais réécouter. Mais vous avez été trop gentil, hein. Faut faire chier plus les vieux quand même, hein, parce que vous avez vraiment été trop. Moi, je m'attendais à ce que vous me torturiez un peu, quoi. Et puis parce que, oui, je pense qu'il faut être embêtant, quoi, avec les. Donc, c'est facile à dire maintenant. Je sais que vous avez plus la parole, mais ça va être fini. Non, mais je m'attendais à ce que vous m'embêtiez plus avec des questions plus méchantes. Mais merci beaucoup à vous, et vos questions étaient par ailleurs quand même très bonnes et m'ont permis, je pense, de présenter un peu l'essentiel de ces idées. Merci beaucoup à vous deux. c'était le but. Ouais, merci. Merci beaucoup. À toi, Raphaël. Oui, merci. Tout d'abord, je peux juste mentionner, Alexia, qu'il y avait des gens qui demandaient la référence du texte dont tu viens de parler, puis on vient de le mettre dans le chat. Puis sachez que en plus, la conférence, l'entretien de ce soir a été enregistré. Il sera bien sûr disponible sur les pages Facebook de la Maison du développement durable, puis de l'environnement jeunesse, ou encore sur notre site web de la Maison du DD. Alors, vous pourrez retrouver l'enregistrement à cet endroit-là pour le réécouter. Merci vraiment à toutes et à tous d'avoir été des nôtres pour l'entretien. Au nombre de commentaires et de questions qu'on a eues, ça démontre toutes les passions que ça soulève puis l'intérêt que ça soulève. C'était vraiment très intéressant. Un grand merci à vous, Yves-Marie, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé cette heure qui est passée très rapidement avec nos deux jeunes leaders pour l'environnement. Merci bien sûr à Alexia et Tristan d'avoir dirigé de main de maître cet entretien. Puis je remercie, pour faire mon flot de remerciements Environnement Jeunesse, d'avoir organisé avec nous cette série de rencontres-là. C'était vraiment un grand plaisir d'écouter les 3 conférences. Comme je disais, elles sont toutes disponibles en rediffusion si vous n'avez pas eu la chance d'écouter. Les 2 premiers, on a eu une discussion fort intéressante avec Mélissa Molène-Dupuis, puis sur la justice environnementale, puis une autre sur la mode éco-responsable avec Sonia Paradis. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça sur nos pages Facebook puis sur nos sites Internet. J'espère que vous avez appris plusieurs choses, autant que moi, puis que ça vous motivera à passer à l'action puis à vous mobiliser à votre façon, comme indiqué là, en belle note d'espoir puis de mobilisation à la toute fin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous accueillir prochainement dans d'autres événements de la Maison du développement durable dans notre programmation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.